Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le défi à la Chine, Taïwan choisi comme président. Le candidat indépendantiste malgré les menaces de Pékin. Une participation massive pour ce scrutin qui met un terme à un demi-siècle de domination du parti nationaliste. Suicide collectif d'une secte en Ouganda, 235 victimes. L'un des plus meurtriers de ce siècle après le Guyana ou encore le Temple solaire. Les assises de la citoyenneté avec le plan de bataille du gouvernement contre la discrimination raciale. Un numéro vert est à disposition des victimes. La famille Hallyday se partage Olympia. Avant Johnny et après Sylvie, c'est David qui se produira le 22 et 23 mars prochain. À Taïwan, la victoire historique du candidat indépendantiste aux élections présidentielles risque de raviver les menaces que la Chine fait peser sur l'île. Les mises en garde de Pékin, qui s'opposent à toute velléité d'indépendance, se sont multipliées lors de la campagne électorale. Et l'arrivée au pouvoir de celui qui prône précisément l'indépendance de Taïwan apparaît comme un véritable défi, une provocation soutenue par une foule énorme qui a envahi les rues de Taipei aussitôt connu les résultats. Sur place, Isabelle Béchler, Tristan Lebras. La rue de Taipei résonnait de joie et de surprise ce soir quand la victoire du démocrate indépendantiste Chen Shui-bian a été annoncée officiellement. Le héros du jour et bête noire de Pékin a même eu un peu de mal à se frayer un chemin parmi les 100 000 partisans qui se sont rassemblés près de son quartier général pour l'acclamer. C'est l'avocat d'opposition, ex-maire de Taipei, qui a rassemblé près de 5 millions de voix sur son programme social, mais surtout son discours contre la réunification. Les menaces de Pékin n'ont pas pesé lourd dans l'isoloir. Je pense qu'ils ne frapperont pas. Des deux côtés, on veut la paix. Oui, j'ai un peu peur. S'il faut se battre, on n'aura pas le choix. À quoi bon avoir peur? Ça fait 55 ans qu'on se bat pour contrôler notre destin. Qu'est-ce que je suis contente! Nous avons fait un pas vers la démocratie et j'espère que le continent connaîtra ça un jour. Le premier discours du futur président taïwanais a été modéré. Certes, il est contre le scénario de réunification de Pékin, une Chine, deux systèmes, mais il a fait assaut de bonne volonté pour éviter tout conflit armé. Il souhaite même se rendre à Pékin avant son investiture de mai. Ce soir, les dirigeants communistes n'ont pas encore réagi au camouflet que vient de leur envoyer la population taïwanaise, mais ils ont trop gesticulé pour s'en tenir là. Les Taïwanais ont clairement choisi l'alternance. Ils ont voulu en finir avec 50 ans de pouvoir du Kuomintang, issu de la guerre civile avec les communistes. Mais surtout, ils n'ont pas eu peur d'élire un indépendantiste qui leur dit qu'ils sont forts et qu'ils peuvent parler d'égal à égal avec Pékin. Et ce soir, la Chine réaffirme qu'elle ne tolérera jamais l'indépendance de Taïwan, qu'elle considère comme une province rebelle. C'est la première réaction officielle qui vient s'ajouter aux diverses déclarations précédentes indiquant que Taïwan est une partie du territoire chinois. Du côté des États-Unis maintenant, Bill Clinton a adressé ses félicitations au nouveau président et appelle à un dialogue constructif entre l'île et la Chine. En Ouganda, maintenant, je vous le disais en titre, le suicide collectif d'une secte apocalyptique à quelques 300 km de Kampala, la capitale. Selon les dernières informations, encore très parcellaires, 235 adeptes auraient trouvé la mort dans une église. Stéphane Bretner a pu joindre sur place le correspondant de RFI. Ils sont entrés vendredi en fin de matinée dans l'église de Rukungiri, au sud-ouest de l'Ouganda, puis se sont enfermés. Des témoins ont ensuite entendu le bruit d'une explosion dans l'église qui a pris feu. Les fidèles hurlaient et tapaient contre les parois de l'église. Selon la police, ils se seraient arrosés d'essence avant de mettre le feu. Leurs corps calcinés sont à peine identifiables. Cette secte avait obtenu un statut d'organisation non gouvernementale en 1997. Elle se vouait à la propagation des 10 commandements de la Bible et de la parole de Jésus-Christ. Les chefs de cette secte prêchaient la fin du monde. Selon la police ougandaise qui est à leur recherche, ils n'étaient pas présents dans l'église vendredi. Les sectes sont pléthoriques en Ouganda, dirigées par des prophètes. Elles s'identifient parfois à des mouvements de libération armés. Il pourrait s'agir d'un des suicides collectifs les plus meurtriers du siècle. Ces 20 dernières années, le charisme de quelques gourous, poussés par des motivations obscures, a entraîné de gré ou de force dans la mort des centaines d'adeptes, hommes, femmes et enfants, du Guyana au Temple solaire. Le rappel avec Patrick Fandio. En Amérique du Sud, en pleine jungle, des centaines de cadavres. C'est le suicide collectif le plus meurtrier attribué à une secte. Tout a été prévu, soigneusement organisé par un homme
Jim Jones, un gourou paranoïaque qui prétend être révérend et qui dirige lui-même la cérémonie. Tous les adeptes ont bu une étrange boisson à base de cyanure. On retrouvera plus tard plusieurs millions de dollars sur les comptes de la secte du Temple du Peuple. Waco brûle devant les caméras du monde entier. Après 51 jours de siège, le FBI prend d'assaut la ferme forteresse. Retranchés à l'intérieur, David Koresh et une centaine de membres de la secte des Davidiens. La police voulait saisir leurs armes et leurs explosifs et affirme que le feu a été allumé par les adeptes. Mais le FBI a caché avoir utilisé des gaz inflammables. Une enquête est en cours. Par 4 fois, l'ordre du Temple solaire va tuer. En Suisse, au Canada et en France, des dizaines de corps d'adeptes carbonisés sont retrouvés, comme ici, dans le Vercors, en 1995. L'enquête de gendarmerie établira que 2 adeptes ont abattu les autres participants avant de les arroser d'essence. Chaque fois, les motivations de ces actes sont difficiles à cerner. C'est, à mon avis, peu lié au millénarisme et beaucoup plus à une espèce de conjugaison entre une forme de culture locale et d'autre part la pression exercée par des prosélytes venant souvent d'Amérique du Nord, c'est le cas déjà au Guyana, qui développent des thèses sorties de l'Ancien Testament mais en leur donnant une dimension parfaitement mortifère. 5 ans après le drame de l'OTS, ni la justice suisse ni la justice française n'ont éclairci ces mystérieux suicides collectifs. À la Défense, les assises de la citoyenneté devant plusieurs centaines de jeunes issus de l'immigration. Un parterre de ministres venus lancer un ambitieux plan de bataille contre toute discrimination raciale, avec en clôture le discours de Lionel Jospin. Un éventail de mesures concrètes comme ce numéro vert à disposition des victimes. Thomas Dandois, Thierry Breton. Tout sourire, les ministres, pour ouvrir ces assises nationales de la citoyenneté. Photos souvenirs, autographes. Mais avoir un membre du gouvernement sous la main, l'occasion est trop rare. Alors presque aussitôt, les participants abordent les questions qui fâchent et d'abord les problèmes avec les policiers. Je vais porter plainte contre la police. Je vais poser ma plainte où? À la police? Vous vous rendez compte? Bonjour, j'ai porté plainte contre l'agent Attel. Vous croyez que... Ah ben vous pouvez, ça se fait ça. Un ministre pris à partie, mais un ministre qui a une réponse. La lutte contre la discrimination est amorcée. Cette journée de débat doit d'ailleurs consacrer une année de travail contre le racisme. Parmi les 800 jeunes présents, Mian est venu représenter l'Essonne. Il attend des mesures concrètes, notamment dans les services publics, où selon lui, on ne montre pas suffisamment l'exemple. D'une génération perdue. Aujourd'hui, on nous dit que les étrangers rentrent dans la police, les immigrés rentrent dans la police. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tous médiateurs, c'est-à-dire ils sont sur le terrain. Et qui est-ce qui les dirige? C'est d'autres personnes, c'est pas ce qu'on voulait. Les mesures, Lionel Jospin est venu les annoncer lui-même. Désormais, un numéro vert sera mis en place pour faciliter les démarches des jeunes. Les sanctions seront plus efficaces, la victime n'aura plus à apporter la preuve de la discrimination, c'est le juge qui appréciera. L'accès aux services publics sera facilité et la procédure de naturalisation sera simplifiée. Lionel Jospin veut faire vite et fort. Nous avons commencé un travail approfondi pour changer des situations et des comportements inacceptables. Pour le conduire plus loin, il faudra aussi faire bouger les esprits. Nous sommes décidés à le faire avec vous. Pendant tout le discours, Mian a écouté Lionel Jospin. Il est allé ensuite demander des explications. Comme les autres jeunes maintenant, il attend de voir si sur le terrain, la discrimination va réellement reculer. Manifestation des sans-papiers cet après-midi à Paris pour marquer le 4e anniversaire de l'occupation de l'église Saint-Ambroise par 300 familles africaines sans-papiers qui avaient été expulsées quelques jours plus tard. Aujourd'hui, 3000 personnes selon les organisateurs, un peu plus d'1 millier selon la police, défilaient pour demander la régularisation des sans-papiers.
Revenons à présent à travers ce sondage IFOP, journal du dimanche, à la prestation de Lionel Jospin qui annonçait une baisse des impôts de 40 milliards de francs jeudi dernier. 61% des Français estiment que le Premier ministre a trouvé le juste ton et les 3/4 d'entre eux considèrent qu'il agit pour répondre à la montée des revendications sociales. Enfin, concernant la cote de popularité du président de la République, elle augmente de 3 points à 59% d'opinion favorable. En revanche, le Premier ministre perd 3 points, lui atteignant les 50%. Demi-échec ou demi-victoire, tout dépend du point de vue et il diffère au terme des 16 heures de discussion sur la réforme de Bercy qui est repris hier soir. Pour le ministre de l'économie, satisfaction affichée. En revanche, les syndicats font grise mine, parlent d'ambiguïté, à croire qu'ils n'ont pas vécu la même réunion marathon qui s'est achevée ce matin à l'aube avec la promesse de ne pas supprimer d'emplois en 2001. Émilie Lançon. Lionel Jospin a demandé à Christian Sauter de négocier. Toute la nuit, le ministre des Finances s'est entretenu avec les syndicats et aujourd'hui, il se félicite d'être parvenu à un accord. Dans son enthousiasme, le ministre des Finances reconnaît même qu'il a été maladroit et fait son mea culpa. Je crois que sur beaucoup de points, après avoir reconnu au début de la négociation que j'avais peut-être employé une mauvaise méthode, je crois que nous avons pris les problèmes les uns après les autres et nous avons cherché une solution commune dans un état d'esprit qui est clair. C'est un esprit de modernisation, de réforme de ce ministère. Étonnante satisfaction de Christian Sauter, car les syndicats, eux, font savoir que ces négociations sont un loupé. Le ministre n'a pas compris la mobilisation des personnels, il n'a pas compris le mouvement social de ces derniers mois, il n'a pas répondu aux revendications des personnels. À ce stade, beaucoup d'ambiguïtés ne sont pas levées et que, compte tenu de ces ambiguïtés, il est impossible ce matin de donner un avis favorable. Concrètement, seule la question des suppressions de postes a véritablement avancé. Aucun emploi ne sera supprimé d'ici 2001. Les syndicats consulteront leur base lundi. Mardi, ils seront reçus par Christian Sauter pour discuter des questions laissées en suspens, faute de temps. Les difficultés financières du groupe Bourgoin, représenté par celui que l'on a baptisé le roi du poulet, personnalité haute en couleur, qui a longtemps fait figure d'entrepreneur hors pair, parti de rien. Gérard Bourgoin a finalement dû se résigner hier à déposer le bilan de sa principale filiale, affirmant qu'il n'y aurait pas de licenciement. Juliette Beau et Julien Tria. Le groupe Bourgoin, un véritable empire. 5300 salariés dont les 2/3 dépendent de sa principale filiale, BSA Distribution, aujourd'hui en redressement judiciaire. Ce matin, très Morel, dans les Côtes-d'Armor, les salariés étaient consternés. Non, on vient juste de le savoir il y a 5 minutes. 5 minutes. On a appris qu'apparemment il y aurait un redressement judiciaire ou un licenciement. Voilà. Et on ne savait rien. Le groupe, deuxième producteur européen de volailles, traverse une crise. Et ce week-end, Gérard Bourgoin, son fondateur, a repris les commandes. Il a obtenu dès hier soir les 250 millions de francs nécessaires pour que sa filiale continue son activité dès lundi matin. Un sursis pour le roi du poulet, pour qui le combat continue. Tous les problèmes vont être réglés cas par cas, mais pour ceux qui pensaient que le navire Bourgoin n'aurait pas de capitaine, je veux dire qu'il a non seulement le président en titre, Corinne Bourgoin, mais qu'il a également le président du groupe qui est derrière elle, Gérard Bourgoin. Un capitaine haut en couleur, car Gérard Bourgoin est avant tout une personnalité, un ami des hommes politiques. On le voit ici trinquer avec Fidel Castro, qui l'a accueilli en Bourgogne. Mais surtout, un fidèle sponsor de la JOCR, dont il fut pendant quelque temps le vice-président. Avec le dépôt de bilan de sa filiale, le volailler provoque un mini-séisme dans le secteur avicole, un secteur qui a déjà du mal à sortir de la crise qu'il traverse depuis quelques années. Nous vous le disions dès hier soir, la France persiste et signe en maintenant son embargo sur le bœuf britannique. La France, isolée au sein de l'Europe, fait ainsi cavalier seul après la décision de l'Allemagne d'ouvrir à nouveau ses frontières à la viande d'origine britannique. Elisabeth Esley, Jean-François Meunier. Avant l'embargo, nous étions les premiers consommateurs européens du bœuf anglais. Aujourd'hui, nous sommes les derniers à faire de la résistance. L'Allemagne a lâché la France. Hier, par 39 voix pour et 30 contre, le Parlement allemand a voté la levée de l'embargo sur le bœuf britannique. Outre-Manche, on se persuade que les Français vont suivre. Ils se moquent de nous, je crois, pas seulement des éleveurs, mais de tout le pays. Ils se fichent de nous. Mais maintenant que les Allemands ont levé l'embargo, j'espère que la France va faire de même.
Pour l'instant, il n'en est pas question. S'appuyant sur un avis de l'Agence de sûreté et sécurité sanitaire, estimant que le bœuf britannique n'est pas sans risque, la France campe sur ses positions. C'est en mars 1996 que l'embargo sur le bœuf anglais avait été décrété par Bruxelles pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de la vache folle. Puis, il avait été levé en août dernier par les autorités communautaires. Depuis, une procédure d'infraction assortie de lourdes amendes a été lancée contre Paris. Paris qui sera à nouveau sur la sellette la semaine prochaine devant la Commission européenne. Puis, en avril, la France lancera un programme national d'évaluation de la maladie de la vache folle. Des tests seront pratiqués sur au moins 40 000 animaux abattus pour raisons de santé et des prélèvements réalisés dans les régions les plus touchées. En direct de Toulouse, nous rejoignons le ministre de l'Agriculture, Jean Glavany. Bonsoir. Bonsoir. Nos voisins européens considèrent que la décision allemande rend aujourd'hui la position de la France fragile, obstinée, indéfendable. Un avis que vous ne partagez toujours pas. Non, un avis que je ne partage toujours pas, même si je respecte la décision allemande. En même temps, elle provoque chez nous une double surprise. La première, c'est que ces Allemands ont décidé de lever l'embargo, mais assorti d'une condition. Cette condition, c'est l'étiquetage de la viande britannique à l'export. Or, cette condition est contraire au règlement européen. Nous l'avions nous-mêmes exigé il y a 6 mois et nous n'avons pas obtenu de garantie européenne de ce point de vue. Donc, d'une certaine manière, les Allemands sont, bien qu'ayant levé l'embargo, sont dans une position aussi anticommunautaire que nous. Je remarque d'ailleurs que quand nous nous sommes battus à l'automne pour que cet étiquetage soit en place au plan communautaire au 1er janvier, les Allemands ne nous soutenaient pas, donc il y a un vrai paradoxe. Jean Glavany, on a un peu l'impression que finalement la France isolée au sein de la communauté européenne, on peut avoir raison contre tout le monde. Non, mais attendez, c'est pas si simple que ça. Puis la deuxième raison, c'est que les Allemands font, me semble-t-il, avec cet étiquetage qu'ils pourraient faire d'une manière unilatérale, une fausse sécurité, dans la mesure où il suffit que quelqu'un achète en Hollande ou en Belgique du bœuf britannique et puis ensuite le réexporte vers l'Allemagne et les Allemands n'auront aucune garantie. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire pour lequel nous voulons une réglementation communautaire. Donc nous ne voulons pas avoir raison contre tout le monde. C'est le sentiment que l'on peut avoir ce soir. Oui, mais écoutez, le gouvernement français, lui, a calé ses positions sur des avis d'experts indépendants, ceux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ces experts nous donnent des conseils, c'est-à-dire donnent des évaluations du risque et nous donnent des conseils. Et nous avons donné une évaluation du risque au moment de la levée de l'embargo sur le bœuf britannique en nous déconseillant de le faire. Nous avons suivi cet avis. Ils nous ont donné depuis d'autres conseils, d'autres avis scientifiques. Un sur la manière de tuer les animaux, ça s'appelle le jonchage dans les abattoirs. Nous avons suivi cet avis. Ils nous ont donné un autre avis sur le retrait des matériaux à risque spécifiés de niveau 2, c'est-à-dire les boyaux. Nous allons suivre cet avis. Ils nous ont donné un avis pour mettre en place des tests à très grande échelle au niveau français. Nous allons suivre cet avis. Nous sommes pour l'application du principe de précaution, suivant l'avis des experts. Nous ne voulons pas avoir raison contre tout le monde, mais nous voulons protéger le consommateur français. Une dernière question. L'étiquetage sera obligatoire en France en septembre prochain. Est-ce que ce sera pour vous l'occasion d'assouplir ou peut-être carrément de lever l'embargo ? Nous espérons que cet étiquetage sera possible en Europe au 1er septembre 2000. C'est la France qui le souhaite. Nous étions seuls contre tous quand nous demandions que cet étiquetage soit mis en place au 1er janvier 2000, conformément aux engagements pris par l'Europe il y a plusieurs années. Et les Allemands même étaient contre nous à cette époque-là. Bon, finalement, on voulait le reporter en 2001 ou 2002. Nous avons obtenu que ce soit en septembre 2000. J'attends de voir que cet étiquetage soit en place dans toute l'Europe. Ça sera en tout cas quelque chose de positif. Mais il y a d'autres points à mettre en place aussi. Je pense à la mise en œuvre des tests au niveau européen pour avoir une vue extrêmement précise de l'épidémie en Europe. Nous allons donner l'exemple en France. J'attends que l'Europe le fasse au niveau européen. Bref, il faut protéger les consommateurs et il ne faut pas se laisser aller à la facilité. Je crois que le message est clair. Merci Monsieur Glavany d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. L'actualité internationale avec demain l'élection au Sénégal du président de la République, un scrutin qui pourrait marquer un tournant historique avec le possible échec d'Abdou Diouf dans ce pays tenu depuis près de 40 ans par le Parti socialiste. Une campagne qui s'est jouée sur les difficultés économiques, la lutte contre la corruption et la pauvreté au coude à coude de 2 candidats, le président sortant et son adversaire de toujours. Reportage Éric Meunier, Roger Motte. Dans ce pays si profondément musulman, la course à la présidence n'aurait pu s'achever ailleurs. D'autant que ce dernier jour de campagne électorale coïncide ici avec la Tabaski, l'Aïd el-Kébir, fêtée avec un jour de retard au Sénégal. Abdou Diouf, le président sortant, semble savourer cet instant.
N'a-t-il pas, il est vrai, enregistré ces derniers jours quelques succès? Le ralliement sur son nom d'un dissident de son parti, Djiboka, ou du chef d'une confrérie musulmane très influente. Est-ce assez pour conserver son siège et remporter un 4e mandat? C'est assez en tout cas pour maintenir le suspense dans ce second tour. Monsieur le Président, juste un mot pour France 2. Le candidat Diouf préfère ne pas faire de commentaires. Son challenger, Maître Abdoulaye Wade, ne déroge pas à la tradition et sacrifie le mouton en famille. Dans cette cour où son père a exercé le métier de tailleur avant de s'éteindre à 102 ans. Un hommage pour ce fils de 74 ans qui pourrait cette fois accéder à la magistrature suprême après 4 tentatives infructueuses. Wade a pour lui un réel engouement populaire et le soutien de la plupart des opposants, mais il est inquiet face au risque de fraude. Abdou Diouf ne peut absolument pas gagner, parce qu'il y a gagné et gagné. Dans les urnes, il ne peut pas gagner. Et je crois que personne ne peut soutenir cela. Maintenant, il est toujours capable, par des stratagèmes comme ça, n'est-ce pas, de s'en sortir. Dans un pays où la publication de sondages reste interdite, difficile de se livrer au pronostic. La clé du scrutin résidera dans le report des voix, une inconnue. C'est la première fois qu'une élection au Sénégal connaît un second tour. Dernier jour de campagne en Russie avant l'élection du 26 mars prochain. Vladimir Poutine, grand favori, multiplie les promesses, celle de donner du travail et une vie décente à la population, mettre en place une politique sociale, problème clé de la Russie selon ses propres termes. Il est vrai que la Russie s'enfonce un peu plus chaque jour dans la crise économique. L'exemple de cette île au large de Vladivostok, jadis prospère, aujourd'hui totalement à l'abandon. Reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Rabine, Franck Brisset. L'hiver, le vieux navire qui fait la traversée de Vladivostok à l'île Popov ne prend la mer qu'1 jour sur 2. Là-bas, tout droit, tout de suite, c'est l'île Popov. À côté, Tchorny. Et l'autre, comment elle s'appelle? Reiniki, c'est là-bas. Là-bas, tout est à l'abandon. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Ils vivent comme dans un bidonville. À la fin de l'hiver, la neige ne cache plus la misère. Ceux qui habitent encore ici sont les derniers survivants d'un naufrage. Quand la conserverie de poissons a fermé sur l'île, tout s'est arrêté. Les gens restent chez eux. Il y a ceux qui ont une retraite et ceux qui n'ont rien. Maintenant, où que tu regardes, c'est une poubelle. La conserverie, c'était la seule usine. Le seul moyen avec la pêche de toucher un salaire. Pour gagner leur vie, les hommes sont partis à terre. Sur l'île, il ne reste que des grands-mères et des enfants. Que faire? Voler? Mais comment? Et voler quoi? Depuis le mois de juin, on n'a pas eu un copec. On ne nous paye plus. Comment vivre? Comment on vit? Depuis juin, plus un copec. Comment nourrir les enfants? Il n'y a même pas assez de pain tous les jours. Les enfants tombent dans les pommes. On démonte le moteur. Pourquoi faire? Pour vendre le métal. Je voudrais acheter une voiture et travailler. Les enfants, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Dès qu'il fait moins 15 dehors, l'école ferme, parce qu'il fait 5 degrés dans les classes. À la cantine, le gel a fait éclater les radiateurs. Il n'y a plus que des pauvres sur l'île et pas d'argent pour l'école des enfants de pauvres. À 12-13 ans, les enfants commencent à braconner pour gagner un peu d'argent. C'est pourquoi ils abandonnent l'école. C'est dur à accepter, mais le braconnage, ça fait vivre leur famille. Personne n'a pensé à fermer la porte de la conserverie depuis qu'elle s'est arrêtée. Sur l'île, la vie est rythmée jour et nuit, toutes les 2 heures, par les coupures d'électricité. 2 heures avec, 2 heures sans. Le générateur ne peut pas alimenter l'île tout entière en même temps. Il faut répartir la pénurie. Ici, avant, il y avait jusqu'à 50 bateaux. La flotte partait en expédition lointaine jusqu'au détroit de Bering. Vous pensez que ça va changer après les élections? Je pense que non. Le système est pourri. Il faudra beaucoup de temps pour que ça change. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 bateaux. Et bien sûr, plus personne ne rêve d'horizons lointains.
sur cette île perdue en mer. En France, cette semaine est celle des handicapés, avec demain l'appel à la générosité pour soutenir les actions des œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte. Les dons privés ont déjà contribué à la création de 3 maisons d'accueil spécialisées, comme près de Toulouse, ce centre pédiatrique de rééducation destiné aux enfants. Reportage Laurence de Cherf, Rémi Poissonnier. Au centre de Roquetaillade, Clément se sent comme chez lui. Son fauteuil roulant n'est jamais un obstacle. Le sport et même la compétition font partie de son univers quotidien. Mais il faut venir en avant, hein. Je fais de l'escrime, de la natation et du judo. Et je fais aussi beaucoup de sport, du sport un peu au centre. Et voilà, j'essaie de toucher à tout, quoi. Ici, les médecins attachent autant d'importance au sport qu'à la rééducation ou aux soins. T'as eu un petit peu mal alors? Un enfant qui fait du vélo, c'est un enfant qui fait bouger ses muscles, c'est un enfant qui travaille ses hanches. Un enfant qui fait du tir à l'arc ou du tir aux armes, c'est un enfant qui se sert de ses membres supérieurs. Il fait de la rééducation, il s'amuse. Donc c'est tout ce qu'on peut rechercher pour son développement global. Handicapés moteurs ou atteints d'affections neurologiques, ils sont plus de 60. L'État prend en charge le centre financièrement, mais l'immeuble et une partie du matériel proviennent des dons de particuliers. Pour mettre le petit prince dans son tort. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Pour l'éducation des enfants, les 6 instituteurs ne peuvent assurer toutes les matières de chaque niveau. La visioconférence, financée par les dons, permet à Jonathan et à Espérance de suivre ce matin un cours de français. À pas confondre avec celle de coordination. Hein. Combien il y a de propositions là, la maison que j'ai construite? Une proposition. On s'habitue vite, hein. Puis c'est marrant après. Parce que tu peux faire des trucs que tu peux pas faire à l'école. Comme quoi? Je sais pas, tu peux tricher. Pour Jean-Louis Coudouy, leur prof de français, des cours à distance peuvent être aussi efficaces que dans une classe ordinaire. Pour ces élèves-là, quand même, vous le voyez, qui ont beaucoup de rééducation, l'aspect scolaire n'est pas pour eux primordial. Certains souffrent dans leur chair et c'est vrai donc qu'on ne peut pas fonctionner comme on fonctionne avec des élèves dans une classe traditionnelle. Qu'ils aient 20 mois ou 18 ans, cet après-midi c'est le carnaval et ils sont tous au rendez-vous. Son énergie, l'équipe du centre la doit à la joie de vivre des enfants. Malgré leur handicap, ils ne sont pas les derniers à faire la fête. À La Rochelle, 3 mois après le début de la marée noire, on continue à soigner avec beaucoup d'attention les oiseaux mazoutés. Ces jours-ci, on en est à la convalescence avec ces séances de rééducation en piscine. François Privat, Alain Darigan. Ces guillemots touchés par le fioul de l'Erika retrouvent l'eau 3 semaines après avoir été recueillis sur la côte atlantique. Ils nagent difficilement. Leur plumage abîmé n'est plus étanche. Petit à petit, tous les jours, ils relissent leurs plumes et les plumes deviennent étanches petit à petit. Et après, le plumage retrouve une certaine uniformité et étanche à l'eau et retrouve sa propriété d'isolant thermique. Ça prend combien de temps? Ça peut prendre 3 semaines à moins. Depuis fin décembre, le centre de La Rochelle a traité plus de 1000 oiseaux. 700 sont morts, 72 ont pu être mis en liberté. Les autres sont toujours soignés sur place. Certains, trop faibles, doivent être nourris à la main. Conséquence du manque de contact avec l'eau, ces guillemots voient leurs pattes fortement meurtries. Les articulations gonflent, des escarres, des duretés qui arrivent au niveau des articulations, des staphylocoques qui se mettent un petit peu dans tout ça, et puis des oiseaux qui ont beaucoup de mal à se déplacer et des pattes qui souffrent énormément. Parce que le sol est trop dur. Le sol est trop dur, ces oiseaux-là passent 23 heures par jour, on va dire, dans l'eau. Alors évidemment, nous, c'est 23 heures sur Terre, ce qui n'est pas leur habitude de vie normale. Des gouttes d'eau sur des plumages redevenus imperméables. Plus de 2 mois après leur arrivée, ces oiseaux ont retrouvé leur autonomie. Il faut être au quotidien à vérifier comment ils se déplacent dans l'eau, comment ils plongent, comment ils se toilettent, comment ils mangent, pour ensuite comprendre comment ça va fonctionner et puis au bon moment les relâcher en mer. Ils retrouveront probablement leur liberté dès la semaine prochaine. La Canebière en liesse cet après-midi. Le carnaval de Marseille a réuni près de 200 000 personnes. Les quartiers et associations ont eu carte blanche pour organiser leurs chars. Cette 5e édition n'a pas dérogé à la règle. Un défilé populaire est réalisé avec très peu de moyens. La fête se poursuivra ce soir avec un grand concert.
Une page sportive avec d'abord la victoire surprise du club amateur de Calais qui a battu Strasbourg 2-1 en quart de finale de la Coupe de France de foot. Christelle Bertrand. Les amateurs de Calais ont éliminé les professionnels de Strasbourg. Un exploit, un tour de force, une surprise aussi. Pourtant, c'est Strasbourg qui marque en premier. Tout de suite dans le match, les Alsaciens cueillent à froid les joueurs de Calais. Et Chouafny, tout seul, ouvre le score. Mais les nordistes sans complexe ne baissent pas les bras. Leur système de jeu est en place et logiquement, Christophe Hogar égalise. C'est le jour de son anniversaire, un but en quart de finale de la Coupe de France. Quel plus beau cadeau pouvait-il s'offrir? À un partout, Strasbourg n'arrive pas à réagir. Calais galvanisé, y croit de plus en plus. Jocelyn Merlin, sur un coup de pied et un coup de chance, donne l'avantage aux nordistes. Le gardien alsacien relâche son attention et la balle aussi. Les Calaisiens mènent 2-1, ils vont tenir jusqu'à la fin. La Coupe de France n'a pas eu d'équipe 100% amateur en demi-finale depuis Quevilly en 68. Sur le stade de Lens, le public du Nord a poussé Calais. Lille pour supporter Calais, parce que c'est notre chose, c'est le Nord. On supporte des amateurs, nous. Oh, très heureux. Tout Calais va être heureux ce soir, on va être en fête. Et on va s'amuser, on va s'éclater. C'est fabuleux. Les joueurs de Calais n'ont plus qu'un match à gagner pour jouer une finale au Stade de France. Maintenant, tous les rêves sont permis. Place au rugby pour cette 4e journée du tournoi des 6 nations. D'abord la victoire à Rome de l'Angleterre qui a battu l'Italie 59-12. Le score à la mi-temps était de 23-7. Et puis à Cardiff, le Pays de Galles a battu l'Écosse par 26-18. Le 15 de France devra attendre demain pour affronter l'Irlande. Apparemment, un adversaire que les tricolores savent maîtriser. Reste que cette fois-ci, le match qui se déroulera au Stade de France risque d'être serré car les Bleus sont privés de 9 joueurs blessés ou suspendus. Christophe Duchéran, David Basile. Ça, il faut le boire pour le croire. Les Irlandais qui fêtent la Saint-Patrick, leur saint patron, le 17 mars de l'année. C'était hier à Paris, comme partout où il y a des Irlandais sur la planète. Amateurs de chansons, de rugby et de perruques colorées, ces deux Irlandais à l'alcool gay essayaient de nous dire qu'ils croient dur comme fer aux chances de leur équipe. Pour être honnête, les Irlandais ne sont pas toujours à la fête, surtout quand ils jouent contre l'équipe de France. Face aux hommes verts, les Bleus restent sur une série de 16 matchs victorieux, invaincus depuis 1983, un règne. Pourtant l'an dernier, il s'en est fallu d'un cheveu. La France l'emportait d'1 point, alors qu'à la dernière minute du match, l'Irlandais Humphreys avait la victoire au bout de la chaussure. Vu qu'en ce moment, le 15 de France n'en finit pas de compter ses blessés, vu qu'en ce moment, les Irlandais sont en plein renouveau et en pleine santé, il serait étonnant que la France passe son dimanche au son d'une balade irlandaise. Au cours de sa longue carrière de joueur, Abdelatif Benazi en a vu des vertes et des pas mûres. Et il sait mieux que personne que si l'Irlande compte de grands écrivains, ces rugbymen ne sont pas des poètes. C'est toujours des matchs très difficiles contre eux. C'est une équipe, je dirais la seule au monde qui reste accrocheuse jusqu'au bout. Elle baisse jamais le bras et ça c'est l'Irlandais type, l'Irlandais battant, l'Irlandais fougueux, l'Irlandais qui brouille les cartes. Pour voir l'Irlande gagner en France, il faut remonter jusqu'en 1972. Les Irlandais maillot foncé, le stade Yves du Manoir à Colombes, 14-9, victoire de l'équipe dont l'emblème est un trèfle. Ce jour-là, c'était sans doute un trèfle à 4 feuilles. Hier vendredi, c'était donc la Saint-Patrick. Demain dimanche, c'est la Saint-Joseph. Entre Français et Irlandais, à qui la fête, à qui la défaite. La scène de l'Olympia accueille la famille Hallyday, mais successivement, après Sylvie Vartan qui s'y est produit l'automne dernier, et avant Johnny au début de l'été, c'est David, le fils, qui fera ses armes la semaine prochaine dans cette salle mythique. Olivier Lenouza, Yann Moine. Comme tous les enfants du monde, le petit David avait une idole. Non pas l'idole des jeunes, non, mais Tommy Brown. Tommy, le batteur qui accompagnait Johnny sur scène. C'est un exutoire fantastique, quoi. C'est du sport, la batterie, c'est un sport. On l'avait perdu de vue depuis l'album Pen and Pride, sorti en 1994. Il vivait aux États-Unis, travaillait avec son groupe de copains au sein de Novocaine. Et puis un jour, David Hallyday décide de sortir son premier album 100% français. Résultat, plus de 400 000 exemplaires vendus.
Les 12 chansons, il faut déjà bien les faire connaître et puis ensuite je pense qu'il y a un temps pour tout. Et puis oui, je pense que quand je serai bien installé et puis que les gens me connaîtront un peu mieux, je pense qu'on pourra s'aventurer à faire des choses un petit peu différentes et plus rigolotes. David Hallyday qui compose pour lui, lui-même, mais également pour lui. C'est vrai que l'Olympia a un passé extraordinaire. Moi j'ai vu, je me rappelle, j'ai vu Edith Piaf, j'ai vu Brel, j'ai vu les plus grands là-bas. Et c'est formidable que David y passe maintenant. D'abord, ça prouve qu'il est en train de faire ses preuves. Et ça c'est formidable. L'Olympia de papa. Johnny et Sylvie, 1963. David n'est pas encore né, 37 ans plus tard. Le fiston perpétue la tradition, se moque du qu'en dira-t-on. David Hallyday à l'Olympia. Quoi de plus logique pour son public? C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Le défi à la Chine. Taïwan choisit comme président le candidat indépendantiste malgré les menaces de Pékin. Une participation massive pour ce scrutin qui met un terme à un demi-siècle de domination du parti nationaliste. Suicide collectif en Ouganda, 235 victimes, l'un des plus meurtriers de ce siècle après les suicides d'une secte comme celle du Guyana ou le Temple solaire. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué, 20h50, Dansez maintenant, animé par Dave. Demain à 7h, dans Thé au Café, Catherine Sellac sera en compagnie de Youssou N'Dour. Midi, DMA, Paul Amar recevra Jean Tibéry. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.